Bien, Antoine Pro, tu as été longtemps professeur dans notre université, mais surtout, tu as eu un certain nombre de choix historiographiques assez originaux pour ta génération, dans la mesure où tu as choisi des sujets très contemporains, alors que à l'époque, c'était encore pas toujours bien vu. Et en particulier, tu as, dans ta jeunesse, vécu une expérience difficile, puisque le département d'où tu es originaire, le Jura, a été occupé par les troupes allemandes entre 1940 et 1944. Donc, est-ce qu'on peut faire un lien entre cette expérience précoce et tes options d'étudier le XXe siècle et d'étudier en particulier les phénomènes militaires et guerriers? Oui, encore que ce soit une rationalisation ex post, comme toujours. Nous habitions en effet Lons-le-Saunier. Mon père était prisonnier toute la guerre, donc, mais j'avais des grands-parents à Lons-le-Saunier et à Orgelet sur le plateau. Et j'ai quelques expériences. Une qui m'a marqué, c'est la propriété de mes grands-parents était à mi-côte au-dessus de Lons-le-Saunier. Il y avait un chemin qui passait à côté et les Allemands le prenaient pour aller au champ de tir. Le champ de tir était sur le plateau. Et je me souviens, moi, avoir entendu les Allemands marcher au pas et monter en chantant dans une cabane que je m'étais faite dans une charmille, et un sentiment d'humiliation. J'ai vraiment senti qu'on était vaincu. Puis j'ai vu aussi un jour où on redescendait, ma mère et moi sur son porte-bagages, on a traversé un village que les Allemands, un petit Oradour. Les ruines fumaient encore. Je ne savais pas qu'ils avaient fusillé tous les hommes. Mais passer dans un village qui fume encore, ça te marque quand même un petit peu. Et donc, moi, ma question historiographique initiale, c'est pourquoi la France a-t-elle été battue en 1940 ? C'est le souvenir de cette humiliation. Alors après, je dirais le choix de l'histoire, pour moi, il a été un peu dicté par la Cagne de Lyon, où il y avait un professeur assez génial, très contesté, des gens comme Rougerie, par exemple, le trouvaient nul, mais Agulon, qu'il avait eu aussi, et moi, on le trouvait absolument remarquable. C'était Joseph Ours. C'était un homme intelligent qui essayait de faire comprendre et qui s'excusait presque d'avoir à rappeler les faits. De temps en temps, il sortait de sa poche un petit papier, il donnait des dates et des faits, puis il remettait son papier dans sa poche et il expliquait, il faisait comprendre le père Goriot se promenant dans les rues de l'air de quelqu'un qui ne doit rien à personne. Ça m'a marqué. Alors, si j'ai fait de l'histoire, c'est un peu à cause de lui, mais c'est beaucoup le fait du hasard. Parce que moi, je suis de la contre-mobilité sociale. Je suis un bourgeois d'origine, mais un bourgeois ruiné. Parce que quand mon père est revenu de captivité, il n'y avait plus un client dans son étude. Donc il est reparti à zéro, à plus de 40 ans, avec trois enfants à charge. Et j'ai été boursier. Moi, si le contexte avait été différent, j'aurais certainement fait du droit. Avec une bourse pour le lycée du Parc, je prépare la rue du Nil, mais j'intègre. Et il faut choisir. Et à l'époque, la sociologie, c'était en 1953, la sociologie, ça n'existait pas. Sans ça, je crois que j'aurais fait de la sociologie. J'avais de très bonnes notes en philo. Je ne voulais pas devenir philosophe, parce que je trouvais que c'était des rhéteurs. J'avais de très bonnes notes en français, mais les lettres classiques, il fallait faire du latin et du grec, je détestais. J'avais 11 ans d'histoire, c'était honorable, mais j'ai décidé de faire de l'histoire, parce que c'était quand même ce qui m'emmerdait le moins, pour utiliser des mots qui sont maintenant présidentialisés. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait de l'histoire. Et ce qui m'intéresse, compte tenu de ma question, ce qui m'intéressait, c'était les origines de la défaite de 40. Et j'ai fait ma première recherche pour ce qu'on appelait le diplôme à l'époque, qui est devenu le master aujourd'hui, sur l'opinion catholique française et la guerre d'Espagne. Parce que je me disais que du côté de la droite, c'était intéressant de voir comment la menace que représentait quand même la guerre civile espagnole avait été perçue. Et j'ai fait un mémoire très intéressant, enfin qui, moi, m'a beaucoup intéressé, dans lequel il y avait d'ailleurs une méthodologie, j'aurais dû le publier parce que il y a des graphiques. Il n'est pas encore trop tard. Non, mais il faudrait le réécrire et puis j'ai d'autres choses à faire. Mais il y avait des graphiques sur papier millimétré représentant
la fréquence des articles sur 4 journaux de droite, plutôt catholiques, du début de la guerre d'Espagne à la fin. Et on voyait très bien comment il y a une phase qui correspond au Front populaire, et après le Front populaire, l'intérêt pour la guerre d'Espagne baisse rapidement, et il est simplement porté par les événements internationaux. C'était avec quel professeur c'était avec Renouvin. Les professeurs de la Sorbonne à l'époque, c'était Beaumont. Alors, Beaumont, c'était pas grand-chose. Il y avait Tapier, sa chevelure, sa canne, ses gants. Tapier que j'avais eu comme examinateur à l'entrée à l'école normale supérieure. Et comme à l'époque, j'étais un peu insolent, il y avait une question subsidiaire qu'on préparait, on faisait un plan, on donnait aux examinateurs, et le jury, c'était Tapier-Raymond. Le lien avec Raymond est important, mais il se noue peut-être là. Quoique Raymond est originaire d'un patelin voisin de Lons-le-Saunier. C'est le faubourg de Lons-le-Saunier. Donc, il m'est arrivé de le rencontrer pendant les vacances à la même pompe à essence. Et ce papier était sur Auguste Thiers. Alors, la Tapier le lit. Ah oui, c'est bien, 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 bien. Et alors après, on posait les questions. On ne faisait pas l'exposé, mais il posait les questions. Monsieur, pouvez-vous me dire quelle était la longueur de la thèse de monsieur Thiers? Je lui dis, je ne sais pas, monsieur, mais je ne vois pas l'intérêt de la question. Bon, c'est sorti comme ça. Alors, René Raymond m'a rattrapé en quelque sorte, parce que pour l'histoire générale, ça n'a en effet pas grand intérêt. Pour l'histoire de l'université, en revanche, c'est très intéressant. Mais je dis, bah, écoutez, je ne sais pas, donnez-moi la réponse. Et alors Tapier me dit, elle faisait une page. Elle était en latin. Donc, c'est l'époque où les thèses de droit étaient en effet assez brèves. Voilà, donc je suis amené à faire, donc à m'intéresser aux traits contemporains, parce que ma question est une question contemporaine. Et Pierre Renouvin a apprécié ton mémoire? Ah oui, il était très, très satisfait. Je ne crois pas qu'il ait compris les graphiques. Mais en tout cas, il les a regardés parce que j'ai vu sur mon texte qu'il m'a remis, j'ai vu quand même quelques annotations au crayon. Non, mais Renouvin était un grand libéral, hein, et un esprit ouvert. Accepter un mémoire sur un sujet comme ça à l'époque, c'était quand même pas tout à fait évident. C'était en 1900 combien? 56. D'accord. Oui, 56. Oui, donc c'était 20 ans après les... Je l'ai soutenu en 56. C'était 20 ans après les événements 20 ans que tu après évoquais. les événements. Oui, effectivement, c'était presque de l'histoire du temps présent. C'était presque de l'histoire du temps présent. Non, parce que lui-même était quand même engagé dans ces questions, hein, directement, puisque... Ben oui. Il avait vécu cette époque. Il avait vécu cette époque. Mais c'était un esprit tout à fait lumineux. Enfin, bon... Alors, si on veut continuer la chronique, puisque au fond l'exercice consiste à se raconter, oui. Après l'agrégation, je fais le 3e cycle de Sciences Po, qui était une nouveauté. C'était la seule maison d'enseignement supérieur où on organisait un 3e cycle à ma connaissance. Et là, j'ai beaucoup appris dans les méthodes avec Grosser, avec Raymond, avec Duverger. On a travaillé toute l'année sur 1947, chacun faisant un exposé à tour de rôle. Et je pense que ça n'a pas donné lieu à une publication, mais ça a été très formateur. Et puis, j'ai fait de la statistique avec, je ne sais plus son prénom, c'est pas Jean Guiton, c'est son frère, qui venait d'être nommé ici comme Henri Guiton, qui était professeur d'économie ici, et qui ouvrait le laboratoire de statistique économique. Et j'ai beaucoup plus appris avec le 3e cycle de Sciences Po qu'avec l'école normale supérieure. Je ne pardonne pas à mes maîtres de nous avoir préparé à l'agrégation sur la monarchie de Juillet et les campagnes sous la monarchie de Juillet, sans jamais avoir cité Van Gennep. L'ethnographie était inconnue. Et la statistique économique se limitait aux moyennes mobiles qui étaient censées refléter le mouvement des prix perçus. Je ne vois pas pourquoi le mouvement des prix perçus sur une mobile de 5 ans plutôt que sur une mobile de 3 ans. Et en plus, comme ils centraient leur graphique sur l'année médiane, le perçu, ça aurait été plutôt l'année... Enfin bref,
Mais comme j'ai pas fait une thèse sur le lac Léman au XIXe siècle, pour mes bons maîtres qui ne pensaient que par Braudel, j'étais un canard boiteux. Bon. Et d'ailleurs, je le suis resté. Jamais l'ENS ne m'a demandé un séminaire. Qui étaient les enseignants d'histoire à l'ENS à l'école? C'était Guy Palmade. Ah oui. Un remarquable préparateur à l'agrégation. Ah, ça, impeccable. Donc après cette thèse de 3e cycle, tu es devenu, je crois, assistant, ou tu as été enseignant d'abord dans le secondaire? Non, ma thèse de 3e cycle, ce que j'ai dit là, c'est le mémoire, c'est le diplôme. Après le 3e cycle, non, j'ai fait mon service militaire. Oui, donc je suis allé en Algérie. Alors. Oui, donc ça, je voulais te poser des questions là-dessus, puisque tu as publié tes carnets beaucoup plus tard. Oui. Et tu avais expliqué, en tout cas dans l'introduction de ce volume, que tu avais prévu dans ces carnets 2 pages, une page où tu racontais factuellement ce qui t'arrivait, et que tu avais prévu une page à gauche pour faire des commentaires éventuels avec un peu de recul. Oui. Et je crois que tu constates dans l'introduction que finalement la page de gauche a servi surtout à faire des corrections ou des ajouts, mais que tu n'as pas tellement fait de commentaires. Je n'ai pas fait beaucoup de commentaires, non, c'est vrai. Comment tu expliques cette retrait relatif? Est-ce que c'est parce que tu craignais d'attirer l'attention de tes supérieurs? Oh non, pas du tout. Mes supérieurs, ils étaient totalement ignorants de ces carnets. Hein. Je les emmenais en opération, ça pèse pas lourd, non. Non, mais je pensais qu'il y avait une surveillance des écrits des officiers. Non. Surveillance du courrier, même pas. En tout cas, pas des officiers. Donc, malgré tout, j'étais officier, modeste, mais officier. Bien sûr. Et non, mais alors là, il faut quand même le dire. Mon unité était une unité opérationnelle. Il y avait 2 types d'unités, les unités de quadrillage, celles qui tenaient les postes, et puis les unités opérationnelles qui étaient là pour chasser les félagas. Donc moi, j'ai passé mon temps à chasser les félagas sur des terrains inégaux. Et c'est là que j'ai regretté de ne pas être un Dahu, tu sais, avec une chambre plus haute que l'autre, parce que c'était toujours des terrains très... C'était l'Atlas saharien, un paysage splendide. Enfin, on a quand même été accrochés de temps en temps, et je me souviens avoir été accroché un dimanche, en début d'après-midi. Il nous tirait à bien 200 mètres, mais une position dominante. Et j'ai passé l'après-midi dans un tout petit dénivelé, avec des cailloux devant moi. Dès qu'on levait la tête, ça sifflait. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est pas drôle, mais qu'est-ce que ça devait être la guerre de 14 ? Parce que là, de temps en temps, il y a une balle qui siffle, mais de temps en temps, mais c'est même pas des mitrailleuses. Mais manifestement, ils économisaient leurs munitions. Et donc, on a passé... ça m'a donné l'idée que la guerre de 14, c'était un vrai sujet et que l'effet de la guerre de 14 sur la population avait dû être très lourd. Donc, quand je suis revenu, j'ai soutenu ma thèse de 3e cycle. Et puis après, je suis allé trouver Renouvin, qui était encore prof à la Sorbonne. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais travailler sur la guerre de 14, sur la guerre de 14 dans la société française, l'opinion française et la guerre de 14. Et Renouvin m'a dit, ah ben c'est un sujet très intéressant, lui ça l'intéressait évidemment, mais est-ce que vous avez les archives? Ah, j'ai dit non. Il y a la presse. Écoutez, quand vous aurez les archives, vous reviendrez me voir. Bon, alors j'ai cherché les archives. Je suis allé à l'Office national des anciens combattants et j'ai dit, est-ce que vous avez les archives? J'ai vu une dame qui m'a dit, oh non, des archives, que vous voulez qu'on ait les archives de ce temps-là? Et puis il y a une employée en blouse grise qui passe, qui était là depuis avant la guerre. C'est l'intérêt de faire de l'histoire récente. On fait sortir des archives qui autrement vont au pilon. Et dit, ce monsieur demande des archives, mais n'est-ce pas, nous n'avons rien.
Alors je précise, je dis, je cherche des gros registres noirs, parce que j'avais lu quand même quelques bricoles. Oh, elle dit non, non, mais enfin, il y a un placard sous l'escalier, là on pourrait peut-être aller voir. Alors on est allé voir ce placard, on a trouvé tout le registre des délibérations de l'Office national des mutilés, avec une écriture splendide. C'est là que j'ai compris, c'est bon pour l'histoire de l'éducation, qu'avoir une belle écriture, ça permettait d'avoir un emploi. Et donc la calligraphie de nos bons maîtres d'école primaire, c'était pas du tout gratuit, c'était très intéressé. C'était de la formation professionnelle, préparation à l'emploi. Et puis c'est comme ça que j'ai trouvé les archives. Et alors Renouvin a accepté, et donc j'ai fait cette thèse. Et entre-temps, Raymond, qui avait été mon patron de thèse de 3e cycle, m'a demandé de faire l'histoire de l'enseignement pour la collection U. Alors j'ai réfléchi un peu, puis j'ai dit après tout, pourquoi pas, oui. Donc ça m'intéressait parce que j'avais commencé à faire dans un cercle de profs à Orléans où j'étais... J'ai fait 2 ans, en revenant du service militaire, j'ai fait 2 ans au lycée d'Orléans. Et au lycée d'Orléans, la 2e année, j'avais une hypocagne qui venait d'ouvrir. Et je vais voir Renouvin pour lui parler lui parler de ma thèse de 3e cycle qui n'était pas terminée, que j'étais en train de terminer. Et Renouvin me dit textuellement, alors là je cite, je suis sûr, « Monsieur Pro, si on parle d'un poste d'assistant, faudra-t-il prononcer votre nom ?» Ça se passait dans le bureau de la Vice, dans le bureau du directeur des études d'histoire, qui était la première porte à gauche quand on est au 3e étage de l'escalier C et qu'on prend à gauche. Il y avait une porte, ça a été complètement... Et le mobilier était un mobilier années 30. Ce n'était pas le mobilier du temps de la Vice, mais c'était le bureau du directeur d'études d'histoire. « Monsieur Pro, faudra-t-il prononcer votre nom ?» Oh, j'ai dit, écoutez, monsieur le doyen, là j'ai une classe d'hypocagne qui est bien intéressante. Si c'est pour faire propédeutique, ça se discute. Et puis on en est resté là. Et puis dans l'été, j'apprends que je suis l'assistant de recherche du professeur Louis Gérard. C'est absolument incroyable pour des collègues d'aujourd'hui que les recrutements aient pu se faire à une certaine époque de cette façon. Il n'y a pas de commission de spécialistes, il n'y a rien. C'était la lutte entre la direction de l'enseignement supérieur et la direction du second degré, parce que l'agrégé était une denrée rare, et donc le second degré ne voulait pas se laisser prendre ces agrégés par... Donc je suis arrivé à la Sorbonne. Oui, surtout qu'on était en pleine vague démographique. On était en pleine vague démographique. On n'avait pas assez de professeurs. Moi j'étais de l'autre côté puisque j'étais élève à l'époque. Oui, et alors les gens qui pouvaient passer l'agrégation, c'était des gens comme moi qui n'étaient pas très loin des années creuses de la démographie. Il faut jamais oublier qu'entre 1925 et le début des années 30, l'enseignement secondaire recrutait sur des classes d'âge qui étaient moitié moins nombreuses que la normale, parce que les soldats n'avaient pas tellement envie de faire des enfants, même en permission. Oui, ça... On les comprend. Envie ou le temps. Parce que les permissions étaient courtes. Oui, enfin quand même. Bien. Mais tu avais fait une thèse de 3e cycle sur un tout autre sujet, si je me souviens bien, sur les effectifs de la CGT pendant le Front populaire. C'est quand même très différent des anciens combattants. Mais écoute, pas tant que ça. D'abord, d'une certaine manière, c'est un contrepoint de l'opinion catholique française et la guerre d'Espagne. Oui. Parce que ma thèse, c'est la CGT à l'époque du Front populaire, donc je ne change pas d'époque. Mais je change de public parce que j'en ai un peu assez des catholiques et de leur... Donc je vais voir de l'autre côté comment ça se passe. Et puis à l'époque, je suis de gauche. Et quand on est de gauche, on s'intéresse aux ouvriers. C'est la classe universelle. C'est de là que viendra
peut-être un jour le salut. D'ailleurs, Agulon a fait la même chose, toute la génération a fait. Et même quand je regarde les historiens de la guerre de 14, mes amis Horn et Winter, ils ont tous commencé par le socialisme sous la guerre de 14, pendant la guerre de 14. Bon. Donc j'ai fait une thèse très, très statistique, très quantifiée, en établissant les effectifs à partir du nombre de voix dont disposent les représentants des différents syndicats ou congrès. Donc à la fin du compte-rendu des congrès, tu as des pages de compte-rendu où tous les syndicats sont listés avec le nombre de mandats dont ils disposent. Alors de 0 à 100, c'est un mandat, de 100 à 200, c'est 2 mandats, de 200 à 500, c'est 3. Et si tu sais travailler un peu les chiffres, ça te fait une courbe comme ça. Tu peux calculer les effectifs à partir de la distribution des syndicats par nombre de mandats. Et tu arrives à un effectif qui est un peu inférieur à celui qui est effectivement donné par les historiens officiels, entre guillemets. Mais il a fallu, j'ai évalué la CGT à 4 millions, il a fallu une vingtaine d'années pour que ces chiffres passent dans l'historiographie commune. C'est-à-dire que les, entre guillemets, découvertes historiographiques ne passent pas dans l'histoire courante tout de suite, et parfois même elles n'y passent jamais. Bon, donc, voilà. Non, ce qui m'étonnait, c'est que c'était René Raymond, le directeur pour le IIIe siècle? Oui. Parce que c'est pas du tout le type d'histoire qu'il faisait, normalement. Non, pas du tout. Mais c'était une thèse de sciences politiques. Je l'ai soutenue comme thèse de sciences politiques. D'accord. Donc c'était toléré de faire du chiffre en sciences politiques, mais pas en histoire. Oui, et puis malgré tout, ça débouchait, ça apportait des choses sur si tu veux, je prouve que la syndicalisation par fédération est fonction linéaire, il y a une équation qui marche, du pourcentage de main-d'œuvre masculine et de la taille des établissements industriels. Quand tu introduis ces deux paramètres, tu en déduis de manière statistiquement significative le taux de syndicalisation de la branche. En revanche, je n'ai pas pu trouver de corrélation au niveau régional, au niveau départemental. La corrélation écologique ne marche pas. Ce qui fait que, tirer comme le fait Annie Kriegel, des conclusions sur la force du syndicalisme et la force du Parti socialiste, c'est un raccourci un peu rapide. Alors, on va revenir à la Sorbonne, puisque tu découvres la Sorbonne juste avant 68, un petit peu avant 68. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quelle était la situation? Parce qu'on dit toujours que c'était une catastrophe. Les étudiants, on ne savait plus où les mettre. C'était une grande famille qui avait trop d'enfants. Oui, bon, enfin bon, ça dépend si on a un point de vue sur la fécondité. La licence se faisait par certificat. Les certificats de licence moderne et contemporaine, c'était un seul certificat. Tout le corps enseignant se réunissait dans le bureau dans la salle de séminaire de Marou, au Centre d'histoire des religions. Et on tenait dans une pièce qui est à peine un peu plus grande que celle où nous sommes. Et c'est là que Renouvin présidait. Il fallait l'aider à écrire la liste. On écrivait la liste des reçus à la main. C'est lui qui l'écrivait. Bon, il racontait des souvenirs de Seignobos. Moi, j'ai le fil direct avec Seignobos par Renouvin interposé. En soutenance de thèse, Seignobos, monsieur, votre thèse comporte nombre d'idées neuves et nombre d'idées justes. Malheureusement, les idées justes ne sont pas neuves et les idées neuves ne sont pas justes. Il le disait toutes les fois. C'est on est loin des soutenances de thèse qui sont aujourd'hui des célébrations. C'était une discussion assez pointue. Bon. Et bon, peu importe, mais non, ça marchait. Alors, ce qui ne marchait pas, en revanche, ça n'a pas marché du tout à partir des réformes de 66.
parce que là, les horaires étaient contraints, les coefficients étaient contraints, et il fallait une épreuve de langue vivante, il n'y avait pas d'enseignement de langue vivante, et puis les effectifs commençaient à être vraiment trop gros. Donc, il y avait une crise qui est autant une crise. Alors, pédagogiquement, c'était aussi très cours magistral, cours magistral. Il y avait des TD. Un certificat d'histoire, c'était une épreuve sur le cours, sur un cours, et une épreuve de hors-programme. Si tu faisais le cours de contemporaine, le hors-programme était en moderne, et inversement. Et tu voyais arriver... Enfin, bon, je ne vais pas raconter ces histoires parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais mais tu avais dit que tu étais assistant de recherche, donc tu faisais quand même aussi mais des je travaux faisais quand dirigés. même, oui, bah, on avait besoin de tout le monde. J'ai fait des travaux dirigés la première année, sur la moderne et la contemporaine, les deux. Une année pleine. Puis après, les copains sont venus me dire, écoute Antoine, tu masques les besoins en recrutement, il vaudrait mieux que tu t'arrêtes. Alors je me suis rendu à cette... Donc tu as été à plein temps après en recherche. Oui, et alors on a fait 2 livres. On a fait 2 livres dans ce centre avec Gossez, qui était le meilleur connaisseur, tu connais Gossez, oui. Meilleur connaisseur de la Rémi Révolution Gossez, de 48. Oui. On a fait un livre sur les conseillers généraux de 1870 et on a fait un livre sur le vocabulaire des proclamations électorales. Donc oui, la recherche a fonctionné. Et dans ce centre, il y avait aussi des docteurs qui participaient ou c'était complètement séparé? Non, c'était complètement séparé. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de docteurs. Il y avait un certain nombre de gens qui faisaient des thèses, oui. Mais qui n'étaient pas là. Mais qui n'étaient pas là. Et qui étaient souvent professeurs de lycée. Ils étaient souvent professeurs de lycée, oui. Donc c'était un tout petit centre, en fait. Vous étiez combien dans le centre de recherche? Ah ben, comme il y avait Gossez, sa femme et moi. Et puis Gérard. Oui, c'était petit. C'était petit. Et les étudiants qui étaient en thèse n'étaient donc pas associés à vos travaux? Ah si. Si. Ah mais Gérard a fait quelque chose que je n'ai jamais osé faire. Ces vieux profs réac, c'était un libéral de droite, Gérard. Une année, la dernière année, celle qui se termine par 68, si mes souvenirs sont bons, il avait décidé d'étudier le grand ministère Gambetta dans la presse. Et chaque étudiant avait un journal et devait dépouiller un journal. Et on devait faire une étude lexicographique, statistique de ce corpus. Sauf que j'ai fait l'étude, mais comme les consignes de dépouillement n'avaient pas été suffisamment strictes, les journaux n'étaient pas en fait comparables. Donc, quand on fait ce genre de travail, il faut vraiment quelque chose de très très rigoureux dans la saisie du lexique. Mmh. Mais c'était un travail collectif. Et donc cette enquête n'a pas abouti? Donc cette enquête n'a pas abouti. Et alors, pour 68, comment as-tu vécu ces événements, entre guillemets? Ah, je les ai vécus de façon assez heureuse. Mais on va dépasser les limites de temps qui nous sont... Je pense que d'avoir ton expérience. J'appartenais au SGEN, j'étais membre du bureau du SGEN, c'est-à-dire je fais partie de ces réformateurs qui aiment bien qu'il y ait des dossiers prêts quand un mouvement populaire rend le changement possible. C'est-à-dire que c'est bien de changer les choses, mais si on change les choses sans avoir travaillé avant, on risque de faire n'importe quoi. Donc, j'ai été élu au collectif mixte, paritaire, prof enseignant, qui se tenait dans le centre d'histoire de la Révolution française. Il faut quand même... Comme il se doit. Ça se doit. J'ai été sifflé en Assemblée générale pour avoir rappelé la parole célèbre dite comment il s'appelle? Je ne connais que lui. Thorez. Oui. Il faut savoir finir une grève quand satisfaction est obtenue. Et bon, alors le travail avec les étudiants était tout à fait sympathique. Et alors moi, je n'ai pas connu les nuits de barricade parce qu'habitant à Orléans, je rentrais chez moi. J'avais quand même femme et enfants.
mais je suis venu assez régulièrement. Et il y avait, comment dirais-je, il y avait une sorte de volonté de contrat social à l'état naissant. C'était l'origine de quelque chose. Mais j'ai été modestement actif à mon niveau dans les assemblées générales. La première assemblée générale s'est tenue à l'amphi de la rue Michelet le 11 mai au matin, le samedi 11 mai, après la nuit des barricades. J'ai remonté le boulevard Saint-Michel, j'ai déposé les épreuves de l'histoire de l'enseignement chez Armand Collin, qui était à l'angle de la rue de la Baie de l'Épée, à l'époque. Il y avait encore les arbres, les carcasses de voitures, enfin, c'était un spectacle un peu impressionnant. Et à Orléans, j'imagine que ce n'était pas vu du tout de la même façon. À Orléans, c'était une fac, c'était un collège littéraire universitaire. Et dans des baraques en bois, sous des arbres, très beaux arbres, mais pas goudronnés. Alors on était dans les flaques, on pataugeait. Et il y avait 800 étudiants, c'était rien. Et à Orléans, je faisais aussi les TD. Je faisais les cours et les TD sur mon cours. Il y avait comment il s'appelait l'historien de Vichy, Durand, Yves Durand, oui, qui faisait une partie des TD, mais moi je faisais une partie des TD de façon tout à fait satisfaisante pour moi, parce que je faisais travailler en groupe, je les ai travaillés. L'histoire sociale, c'est des chiffres, mais des chiffres qu'on fait parler. Donc je leur donnais chaque semaine un tableau de chiffres à graphiquer pour la semaine suivante. Et il faut faire attention à la progression, parce que si tu donnes trop tôt des tableaux trop difficiles, c'est le sinistre assuré. Donc des tableaux simples d'abord, et puis de plus en plus compliqués, et je leur faisais graphiquer, et puis je les mettais en groupe, 4 ou 5, pour faire le commentaire. Et je passais dans les groupes pour voir s'ils avaient bien graphiqué, et corriger les graphiques, parce qu'ils sont toujours faux, les premiers. C'est normal. C'est normal que les apprentissages soient pleins d'erreurs. C'est pourquoi c'est idiot de noter les devoirs d'apprentissage. On ne devrait noter que les devoirs de contrôle. Donc, je faisais ça. Et, en début décembre, je relevais les dossiers pour vérifier qu'ils avaient tous bien travaillé. Parce que l'important, c'est pas que le prof travaille. Moi, je travaillais très peu, mais c'était qu'eux travaillent. Et donc, à ce moment-là, il y avait un certain nombre de retardataires qui se mettaient à faire des textes et à travailler parce qu'ils croyaient que c'était de la parlotte. Bon, donc c'est une expérience que j'ai trouvée très, très positive. Et avec les collègues, on était une petite équipe, on était 5-6, donc pour 800 étudiants, bon. Alors, arrivé à la Sorbonne, c'est autre chose. Enfin, arrivé à Paris 1, je retrouve Paris 1... Première réunion de professeurs, je succède à Droz. Réunion de professeurs, alors chacun dit sur quoi il va faire son cours. La réunion est présidée par Agulon, qui est le plus ancien. Alors arrive mon tour, le dernier, bien sûr, je viens d'arriver, c'est normal. Puis écoutez, le professeur Droz avait prévu de faire un cours sur l'Allemagne. Moi, l'Allemagne, je ne connais pas bien, je me propose de faire un cours sur je ne sais plus quoi. Je dis, mais cela dit, c'est une proposition, on peut le discuter. Et Agulon reprend la parole et dit, puisque notre collègue a l'amabilité de nous proposer de discuter son sujet de cours, qui demande la parole? Naturellement, personne n'a demandé la parole. C'est-à-dire que j'entre dans un univers où la hiérarchie compte, où il y a les assistants, et puis les profs parlent, et les assistants font travailler les étudiants. Donc rien n'avait changé. De ce point de vue, rien n'avait changé. Mais par rapport à Orléans, c'était un métier tout à fait différent. Avec quelques difficultés, parce que moi, à un certain moment,
j'ai vu la force d'un prof à Paris 1, dont je crois d'ailleurs toutes les universités maintenant, c'est d'avoir le plébiscite des étudiants. Si tes amphis sont pleins, tu pèses plus que s'ils sont vides. Et donc, je vois mon amphi se vider. Alors, en janvier, je commence à m'inquiéter et je prends un étudiant, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, il m'explique que l'assistant, que je ne nommerai pas, paie à ses cendres. Il ne prépare pas ses corrigés, etc. On perd son temps avec lui, donc les étudiants s'en vont. Ah, que faire? Je ne sais pas comment j'ai résolu le problème. Ah bah, je sais pas, je pensais que tu avais pris les TD aussi. Non, connaissant. C'était difficile. Oui, j'y ai pensé. Te connaissant, je pensais que tu avais repris la barre. Oui. Bien, donc tu as le sentiment que Paris 1 n'avait pas beaucoup changé par rapport à la Sorbonne. Non, alors si, parce que le centre de recherche dont j'héritais, alors je ne sais pas s'ils m'ont élu, je ne sais pas pourquoi j'ai été élu et à la suite de quelle contingence. Je ne peux pas faire la lumière là-dessus, ça serait trop long d'y venir. Mais tu n'as pas eu accès aux procès-verbaux de la Non, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait de procès-verbaux, ces choses-là sont très orales. Non, parce que le centre de recherche, alors là, c'était vraiment un collectif de travail. Enfin, j'arrivais, il y avait Giraud, et il y avait Jean-Louis Robert, Jacques Giraud et Jean-Louis Robert, ils sont quand même des poids lourds, hein, et ils connaissaient la maison mieux que moi. Bon, donc, ils étaient communistes, moi je ne l'étais pas. Je ne sais pas si les collègues m'avaient choisi pour mettre à la raison les communistes ou parce qu'étant de gauche, je pourrais éventuellement m'entendre avec eux. C'était l'union de la gauche. Mais il y avait, oui, c'était peut-être l'union de la gauche, j'en sais rien. Mais je sais que je n'étais pas le candidat souhaité par Droz, qui était, je ne sais plus comment il s'appelle, il est mort, François, il était à Strasbourg, un spécialiste. Dreyfus? Non, pas chez Dreyfus, non. Un type très bien, Aïssaubéry. Aïssaubéry, qui en effet pouvait reprendre le côté germanique, Allemagne, oui, de l'héritage de Droz. Et donc, ce centre de recherche, c'était celui qui avait été fondé autour du Métron. Ouais. Et Métron n'était plus là? Ou il s'occupait encore du dictionnaire? Non, Métron n'était plus là. Mais il s'occupait encore de son dictionnaire? Il s'occupait encore de son dictionnaire. Mais le dictionnaire, c'était déjà le CNRS. Oui, justement, je voulais te poser des questions là-dessus. Une des originalités de la plupart des centres d'histoire de Paris 1, c'est qu'ils sont associés, ou en tout cas liés au CNRS, ce qui a été aussi le cas de ton centre. Donc, comment tu vois cette coopération? Est-ce que ça te paraît un bon système, ou est-ce qu'il y avait des tensions entre les deux types de personnel, universitaire, CNRS? Non, il n'y avait pas de tension. Non, nous, ça s'est bien passé et sans tension. En revanche, ce qui a été très difficile, c'est d'être reconnu par le CNRS. Et alors, ça s'est passé quand j'étais président de la commission du CNRS. C'est embêtant d'être à la fois président de commission et patron d'une équipe de recherche. Et le dossier du centre était très bon. La commission l'a jugé très bon. Et au vote, elle ne l'a pas retenu et elle a classé des centres, je ne dirais pas lesquels, mais qui étaient représentés par des puissants à l'intérieur de la commission. Alors là-dessus, j'ai dit, je donne ma démission. Et je suis parti pour de bon. Et en disant, écoutez, je ne peux pas, il faut que je m'occupe de mon centre et que je le mette à niveau. Et les collègues sont venus me rechercher par la main. Donc, ça prouve qu'ils m'appréciaient comme président et qu'ils avaient conscience qu'ils avaient un peu charrié. Parce qu'ils avaient classé dans leur liste des centres dont, en réunion de commission, on avait quand même dit du mal. Alors, il faut se méfier de ça parce que les influences dans les centres de recherche, c'est d'ailleurs une chose qui, pour faire, m'inquiète dans la réforme actuelle de l'ENA et des grands corps. Je crains beaucoup que les cooptations
ne fasse le jeu des clientèles. Et si vous avez des clientèles pour nommer un trésorier payeur général à Marseille, vous pouvez courir après les mafias. Nous revenons à nos affaires plus modestes. Donc, ton expérience en tant que professeur à Paris 1, c'est que finalement, il n'y a pas une très grande collégialité entre les gens, parce que... Si, au niveau du DEA, au niveau du DEA, il y avait une vraie collégialité et une collégialité interuniversitaire. On a fait pendant 3 ans, pendant pas plus que ça. Le DEA était commun au centre du 19e, mais c'était même toi. Oui, mais avant, bon. il y avait... Mais avant, c'était qui avant? C'était Corbin. Oui. Et puis, il y avait Jean-Marie Vincent. Agulon. Qui est... Non, Agulon... Agulon, il est au centre du 19e jusqu'en 86. Toi, tu arrives en 79. Oui, Agulon aussi, mais Agulon ne participait pas vraiment. Mais Corbin... Mais non. Oui, il y avait Corbin qui a succédé à Agulon. Corbin a succédé à Agulon. Et Madeleine Robert-Rioux de Paris 8. Il y avait Madeleine Robert-Rioux et il y avait Jean-Marie... Il y avait Claude Villard de Paris 8 et il y avait Jean-Marie Vincent. C'était quelque chose de beaucoup plus collégial. Et donc, finalement, il y a quand même une capacité collective à Paris 1, parce que souvent on se plaint de la dispersion des locaux avec la rue Malher, la Sorbonne. La rue Malher nous mettait en effet un peu loin, mais ça avait des avantages, c'est qu'on n'avait pas les petites querelles. Donc, en revanche, la cohabitation avec les juristes était très déséquilibrée. Oui, je me souviens même que tu avais eu un projet, quand tu étais au cabinet du ministre, de réorganiser, non? Après. Et après? Quand je suis revenu à Paris 1 après mon passage à Matignon, j'ai voulu réorganiser mais pas Malher, réorganiser le 3e étage. En créant de vraies salles de séminaire communes. Et bon, ça n'a pas marché. Vauvel s'est battu comme un beau diable pour garder le centre de la Révolution française, et puis l'escalier de service est arrivé. Oui. Non, ça fait partie des problèmes récurrents de Paris 1, c'est ce problème de l'espace. Ah non, mais la symbolique de l'espace, est très très forte. Hein. Moi, je me souviens, j'ai dirigé une collection de manuels pendant 1 an. Et j'ai amené une fois, j'ai donné rendez-vous à un des collaborateurs qui était une inspectrice pédagogique régionale dans le petit bureau des historiens qui est à côté de l'ascenseur. C'est le sentiment de pénétrer dans un sanctuaire. Cette femme m'a fait de la peine parce que elle admirait, enfin, elle était impressionnée d'être dans ce bureau. Oh, tu sais que ce bureau, il n'est vraiment pas impressionnant. Non. Il est historique, c'est tout. Oui, il est plutôt minable. Ah oui. Mais il s'est un peu amélioré grâce à différents professeurs. Mais si tu veux qu'on soit complet, il faut quand même qu'on dise quelques mots de mes implications politiques. Oui, j'y viens, mais j'espère qu'on n'est pas trop débordé du temps. Je crois qu'on déborde. Voilà. On est en train... Non, mais vas-y, il faut qu'on fasse aussi ce chapitre qui est important pour comprendre tes engagements et les liens entre ton enseignement et tes engagements. Parce que tu as aussi été un syndicaliste depuis très longtemps. Oui, j'ai été syndicaliste très actif de 62 à 70. J'ai même représenté officiellement la CFDT dans la commission éducation du plan, du 5e et du 6e plan. Donc, ce qui m'a mis un peu dans les milieux officiels. Et alors, l'histoire de l'enseignement a eu un très bon accueil. Et donc, l'histoire de l'enseignement égale pro. Il n'y avait pas grand-chose comme histoire de l'enseignement avant, je n'ai pas un grand mérite. Hein. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais bon, ce livre, il m'a donné un certain statut.
C'était pas un bon calcul pour un universitaire qui était en cours de thèse, parce que interrompre une recherche de thèse pour faire un manuel, même d'enseignement supérieur, c'est quand même pas recommandé. Ça n'était pas recommandé. Bon. Donc, si tu veux, en 1970, oui, après 68, j'ai même été invité par Jacques Delors, qui était le conseiller social du Premier ministre de l'époque. Chaban-Delmas. Qui? C'était Chaban-Delmas. Chaban-Delmas. Et je suis allé à l'Élysée, pas à l'Élysée, à Matignon, je suis allé à Matignon et il m'a proposé d'entrer dans cette équipe pour m'occuper de l'enseignement. Je dois dire que je me suis dit, écoutez, non, je viens d'arriver à Orléans, je dirige une boutique, je ne peux pas faire ça aux collègues, et je suis parti. Mais je suis parti en fuyant, parce que tous ces dorures, tous ces appariteurs, ce monde officiel, non, vivre là-dedans, c'est pas possible. Donc, et j'ai été dans la commission JOX, qui a réfléchi au malaise enseignant en 72 et qui a fait un rapport là-dessus. C'était le cabinet du ministre me téléphone et est-ce que vous acceptez de faire partie d'une commission? Alors, vieux réflexe de syndicaliste, j'ai dit, si c'est pour travailler, oui, est-ce que vous avez un budget pour faire des études? Il dit, oui, on a un budget. J'ai dit, je viens. Et on a fait une étude, on a fait faire une étude par la COFREMCA sur l'opinion des professeurs qui était absolument passionnante. Le séminaire de compte-rendu, c'était un de mes séminaires, un grand souvenir de recherche. Un jeudi matin, le type de la COFREMCA est venu, il nous a expliqué ces trucs, et il nous a dit maintenant, j'ai dépensé la moitié de mon budget, il avait 10 millions de l'époque, c'était appréciable. Je peux soit faire des sondages, vous aurez des chiffres à mettre dans votre rapport, soit continuer les entretiens non directifs et on affine. On a choisi les pourcentages, naturellement. Et c'est le choix scientifique, intelligence aurait été l'autre. Mais les choix scientifiques ne se font pas sous la pression de l'opinion. Et l'opinion veut des pourcentages. Et qu'est-ce qu'il a résulté de ce rapport? Il a résulté une opération qui, au début, est bien partie. Deux choses, je ne sais plus comment ça s'appelle, les centres de recherche, les CDI, les CDI, et puis les 10%. 10% de l'horaire disponible pour les profs qui veulent travailler ensemble sur des sujets. Et je me suis aperçu en dépouillant les conseils d'administration du lycée Victor Duruy, que ça avait été au début très très positif, les gens avaient été entraînés. Puis après, comme si ça n'est pas relancé, ben ça s'essouffle et puis finalement ça se perd dans les sables. Donc ça, c'est ta première expérience ministérielle. C'est ma première expérience. Et puis alors après, guillemets. avec Savary, j'étais très lié à André de Peretti, un psychosociologue, un polytechnicien, un type assez atypique, mais prodigieusement séduisant et intelligent. Je connais personne qui ait su conduire des réunions pareillement, avec une capacité à désamorcer l'agressivité, à recentrer quelque chose de... D'ailleurs, il m'a beaucoup appris, je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, de Peretti m'appelle au téléphone, me dit, le ministre me demande de faire une commission sur les formations enseignantes. Les formations du personnel de l'éducation nationale, justement pas les formations enseignantes. Alors, est-ce que tu acceptes? Bon, j'accepte. Donc, je suis dans la commission de Peretti. Je rédige les 3/4 du rapport, qui a été ensuite discuté avec le cabinet. Et puis, ça se termine. Et moi, à l'époque, je suis en train de faire les sorties d'ordinateur au sous-sol de l'école des hautes études du bouquin sur l'enseignement civil démocratisé. Et puis un copain de la rue d'Ulm, un grand matheux, encore vivant, Claude Père, qui était directeur des enseignements secondaires, me téléphone et me dit, Antoine, il faut que tu viennes, là je veux faire bouger les choses dans le secondaire, ça ne bouge pas, il faut faire une commission. Bon.
Je lui dis oui, c'était dans un bureau, et je dis à la secrétaire qui était là, je lui dis, vous voyez, je viens de faire une sottise. Universitairement, c'était une sottise, mais alors j'ai donc animé un groupe de réflexion. J'ai entendu un peu plus tard, 2 ans plus tard, après une soutenance de thèse, à laquelle il m'avait invité, Bourdieu expliquait qu'on n'avait pas consulté les enseignants, ce ministère, la gauche, ça avait complètement foiré. On a fait 2 réunions d'une journée pleine pour consulter les enseignants en 82 et en janvier 83. Et ça a été tout à fait intéressant. Il y a eu une mobilisation, il y a eu un vrai... je ne sais pas si tu étais dans le secondaire à l'époque. Oui, oui. Enfin non, j'étais au CNRS, mais je me souviens de cette époque. Oui. Oui. Et donc ça a fait un rapport. J'ai été très surpris d'ailleurs. Je me souviens d'une réunion du CNRS parce que je préside la commission du CNRS. Bon, c'était bien après, c'était peut-être 91, 80, je ne sais plus quand. On parle de ce rapport, et je ne sais plus quel collègue de Paris 4. Est-ce que c'est Bardet? Est-ce que c'est... Non, c'est pas Bardet, c'est un autre. Pouchou? Peut-être. Du coup, c'est un rapport. Mais je lui dis, mais ce rapport, c'est une thèse de 3e cycle, c'est une thèse... c'est-à-dire l'idée qu'un rapport puisse être un travail scientifique. Et j'ai trouvé la même chose quand j'ai participé à la mission Matteoli. Le rapport de la mission Matteoli, j'ai même vu une thèse sur la spoliation des Juifs soutenue 10 ans après, où cette recherche n'est pas citée dans la bibliographie, alors que c'est une recherche sur archives, qui est une recherche dont je revendique la scientificité. C'est pas parce qu'on travaille pour l'État qu'on dit n'importe quoi. C'est au contraire, si on travaille pour l'État, l'éthique impose de travailler sérieusement et de ne pas raconter des calembredènes. Non, mais c'est parce qu'il y a eu tellement de rapports qu'on n'a jamais utilisés ou qui ont été faits trop vite. Celui-là, on ne l'a pas utilisé. C'est devenu une image celui-là, on ne l'a pas utilisé. Négative. On ne l'a pas utilisé, en partie parce que Matignon a eu peur. J'ai vu, on avait un engagement avec les profs. Première journée de concertation, on va vous dire ce qu'on en pense, et on a fait un compte-rendu à la fin du premier mois. Un mois après, tous les lycées ont reçu un compte-rendu de ce qui avait été dit, où il y avait en romain ce qui ressortait des discussions, et en italique ce que nous pensions. Et puis il y a eu une 2e journée de concertation sur ce compte-rendu. Et on en a tiré, nous, un rapport. Et ce rapport, dans l'été de 1983, je crois, il était prêt, il a même été tiré. Et Matignon en a interdit la diffusion, parce qu'il pensait que ça allait mettre le feu aux poudres. Alors quand on gouverne, c'est normal d'avoir peur, mais il faut savoir passer sur la peur. Là, on était dans les problèmes aussi de l'école. Oui, on était dans les problèmes Savary. Voilà. Ouais. Il y avait ce climat un peu difficile. Oui, mais le climat est toujours difficile dans ce pays. C'est vraiment quelque chose qui me révolte, parce que je suis quand même un scientifique. Au SGEN, même le SGEN, qui est pourtant un syndicat estimable, plus estimable que d'autres. Sans ça, d'ailleurs, je ne l'aurais pas choisi. Il vaut mieux faire Bon. Une réunion de bureau du SGEN après le départ de Capel. Capel est en fait remercié, et Capel a été un très grand directeur des enseignements scolaires entre 1961 ou 62 à 1964 ou 65. Et je propose, en réunion de bureau, je dis, Capel s'en va, je trouve que ce serait bien de lui donner un coup de chapeau et de faire un article objectif sur ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Et Vigneault, qui était un grand esprit, qui était le secrétaire général du SGEN,
me dit, et la discussion s'est arrêtée là, c'est pas au syndicat de faire l'éloge des directeurs. Bon, alors, si être syndicat, mais j'ai retrouvé la même chose à la mairie d'Orléans quand on a été dans la minorité, le troisième mandat que nous n'avons pas fait. Moi, je n'ai jamais été inscrit à un parti politique. Mais la réunion de la société civile et de la minorité, c'était moitié société civile, moitié socialiste. J'ai entendu des socialistes reprocher à un collègue d'avoir dit en conseil municipal que le fleurissement du pont Georges V était une réussite. Parce que c'était une réussite de l'opposition. Enfin, si on ne peut pas dire de la majorité, de nos adversaires politiques, si on ne peut pas dire que ces adversaires politiques font quelque chose de bien, quand ils font quelque chose de bien, où est la vérité? Où est l'équité? Où est l'intérêt général? Et ça, si tu veux, c'est une tare, mais qui commence... La Révolution française. Non, je dirais, ça commence avec les légitimistes qui se moquent de leurs successeurs sous la monarchie de Juillet. Le mauvais exemple est venu de très haut. Alors, tu as eu une autre grande expérience ministérielle quand tu as été au cabinet de Michel Rocard. Est-ce que ça t'a modifié ta perception de l'université ou est-ce que ces deux espaces... Ah non, ça m'a fait comprendre comment fonctionne l'État. J'ai été appelé à Matignon, j'étais en train de faire l'histoire du CNRS avec, comment s'appelle-t-il, Jean-François Picard. À l'époque, les archives de la recherche étaient dans les caves de Polytechnique, enfin du ministère de la Recherche. Et c'est Picard qui a fini tout seul, mais il y a eu, quand on a créé le comité des sages, la commission, je ne sais plus comment ça s'appelait, interministérielle, les sages, les 12 sages qui pilotaient la recherche. La DGRST. DGRST, voilà, DGRST. Et il y avait eu, dans la première réunion de la DGRST, un projet de réforme du CNRS que je trouvais absolument génial, proposé par Poignant, qui consistait à transformer le CNRS en bureau de la recherche du ministère. Le CNRS devenait l'organe de recherche du ministère. C'était ça, voilà une proposition, une vraie proposition. On était tout à fait au début de la Ve République, hein, c'est 1959. Je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas discuté. Il m'a fallu 8 jours de Matignon pour comprendre. C'est élémentaire, mon cher Watson, élémentaire. Il n'avait pas fait le travail interministériel. Le ministre de l'Éducation nationale a découvert la proposition en réunion. Il a botté en touche, et c'est resté en touche. Moi, le travail de Matignon, ça consiste à faire de l'interministériel. Quand tu fais un texte sur la réforme de la formation permanente, il faut vérifier que le ministère du Travail est d'accord, que le ministère... Quand tu donnes le droit aux diplômés de psychologie de mettre leur écriteau, il faut mettre d'accord l'enseignement supérieur et la médecine. Eh bien, je peux te dire que c'est pas facile. Moi, alors, à Matignon, tu réunis les gens d'un côté et les gens de l'autre, tu les fais discuter. S'ils sont d'accord, tu entérines la discussion. S'ils ne sont pas d'accord, tu les renvoies. Vous travaillez ensemble, on se revoit dans 15 jours. Et 15 jours après, ils ne sont toujours pas d'accord. Donc, c'est ça le travail interministériel. Et c'est comme ça que l'État peut avancer. Et donc, mais la médecine et l'éducation nationale, c'est un poème, là. Pour faire signer le décret d'application d'une loi qui avait été votée 6 ans plus tôt, il a fallu que j'envoie quelqu'un dans les cabinets ministériels successifs, parce qu'il y avait aussi des sous-secrétaires d'État qui devaient mettre leur signature, il y avait 4 ou 5 signatures à réunir. Je l'ai envoyé faire le tour des cabinets, j'ai dit, vous revenez quand c'est tout signé. Sinon, le char de l'État s'enlise. Donc ça c'est vraiment c'est une expérience qui, pour comprendre le sens de l'État, comprendre par exemple le cabinet de Matignon. Le premier travail interministériel qui se fait, c'est pas exactement, c'est pas Blum, en réalité c'est Flandin, mais c'est avec Blum que pour la première fois, tous les projets de décrets et de lois remontent à Matignon avant de passer
au journal officiel. On ne se rend pas compte que les présidents du Conseil de la Troisième République, ils n'avaient pas le contrôle des initiatives de leurs ministres. Les décrets préparés par le ministre de l'Agriculture, ils partaient directement au journal officiel. Et en lisant son journal officiel, s'il le lisait, le président du Conseil découvrait que son ministre de l'Agriculture lui avait fait un enfant dans le dos. Donc, c'est pour l'interprétation de l'histoire, le fait de connaître le fonctionnement de l'État. Alors, évidemment, le fonctionnement de l'État n'est pas le même. Parce que j'ai fait ma petite enquête orale. J'ai regardé les collègues qui avaient été dans les mêmes fonctions que moi à Matignon. Il y avait un inspecteur général, il y avait Casanova, l'économiste, et manifestement les premiers ministres travaillent de façon très différente les uns des autres. Il y en a, moi j'en ai eu un très très bon, avec qui il était vraiment agréable de travailler. Il y en a avec qui le travail était uniquement un travail de notes. Donc il ne faut pas généraliser à partir d'une expérience. Mais... Et alors en même temps, si tu veux, ce que ça m'a appris, c'est qu'on ne peut pas faire faire à un ministre ce qu'il ne veut pas faire. Et ça, pour interpréter la politique éducative des années 60, c'est essentiel. Ce qu'un de mes camarades de cabinet disait très très joliment en disant « Je ne sais pas pousser avec une ficelle ». Avec une ficelle, on peut tirer s'il y a un crochet au bout. Donc, alors à Matignon, on peut éventuellement dire non. On peut casser des projets, mais on ne peut pas faire faire à un ministre ce que le ministre ne veut pas faire. Et alors, quand tu es au cabinet de Rocard et que le ministre est Lionel Jospin, c'est compliqué. Tu ne peux pas avoir de véritable influence, tu peux en avoir un peu quand même. Et alors là, c'est là aussi que j'ai appris. D'abord, j'ai appris à présider les réunions parce que j'ai présidé quand même exactement 100 réunions interministérielles. C'est quand même une certaine expérience, même si en réalité, ces réunions sont des chambres d'enregistrement. Il faut que le travail ait été fait avant pour que la conclusion soit positive et que la réunion se termine dans les délais. J'ai appris ça, et puis j'ai appris aussi que dans une position dominante, tu ne peux pas donner de fortes inflexions si tu n'as pas un travail quotidien. C'est-à-dire que j'ai adopté comme règle, maintenant on rentre vraiment dans la cuisine, hein, ça n'est plus très intéressant, j'ai adopté comme règle de voir le directeur de cabinet de Jospin toutes les semaines. Tous les vendredis, à 11h, on se voyait. Et donc, on discutait des différents dossiers. Donc, ça permettait, quand il y avait des choses un peu dures, un peu violentes, de ne pas convoquer exprès le directeur de cabinet pour lui tirer les oreilles, ou pour lui dire, l'encourager vivement à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Donc, c'est... Bon, puis en même temps, c'est quand même... bon, on n'a pas en réalité un grand pouvoir. Le pouvoir, c'est de discerner où est le point d'équilibre entre les différentes forces en présence. C'est du judo, quoi. Non, oui, peut-être si tu... Non, c'est pas du judo, parce que le judo, c'est actif, là, Mais des choses que j'ai faites, que nous avons fait avec le conseiller financier, on a fait le plan Université 2000. Oui, justement, là-dessus. C'est un plan quand même à 24 milliards. Enfin, oui, c'était 24 milliards de francs anciens, mais c'était quand même beaucoup. Bon. On s'est mis d'accord, Benoît et moi, alors avec des négociations de marchand de tapis. Benoît, pour les universités,
on était à, je ne sais plus si c'était des millions ou des milliards, mais enfin c'était non, ce n'est pas des milliards. Ben si. Ben si. Alors, il me dit, Antoine, écoute, tes universités, elles n'ont pas besoin de bibliothèque, elles n'ont qu'à ouvrir jusqu'à 11 heures. Je dis, attends, Benoît, si elles ouvrent jusqu'à 11 heures, en sortant du cours, elles n'auront pas plus de capacité d'accueil. Et c'est au moment où on sort du cours qu'on va en bibliothèque. Enfin, Antoine, j'ai fait Sciences Po, comme tu vois bien ce que c'est. Enfin, j'ai peut-être lu 20 livres, toute ma scolarité de Sciences Po. Je dis, écoute, Benoît, arrête, si tu continues, je vais voir Rocard et ça sera 3 milliards. Bon, alors il a capitulé. Alors on s'est mis comme ça d'accord, lui ayant le contact avec Bercy, et heureusement à Bercy, oui c'était déjà Bercy, il y avait, comment s'appelle-t-il, Bérégovoy était pour, et le conseiller de Bérégovoy était pour. Et ils nous ont beaucoup facilité la tâche, parce que quand même, pour un budget, c'est un gros truc. Et puis, moi, je vérifiais côté Jospin et côté, comment s'appelait le ministre de la Recherche, Curien, que ça marchait, mais les bibliothèques. Et puis, côté culture, parce que... Et on est arrivé à un plan, donc 24 milliards. J'ai fait une note que Benoît a signée. Et puis je l'ai apporté au directeur de cabinet et je lui ai dit, voilà, c'est fait, le plan, il est bouclé. On peut... On peut dire, attendez les gars, il faut quand même que j'en parle au premier. Donc, on a attendu 24 heures et notre note est revenue, signée de Rocard, et c'est passé au Conseil des ministres 3 semaines plus tard. Et la présidence de la République n'intervenait pas du tout là-dessus? Alors si, la présidence de la République est intervenue par un conseiller qui, au dernier moment, a introduit une modification, c'est que le projet ne prévoyait pas, il prévoyait une participation des collectivités locales au financement, mais il ne prévoyait pas le retour de la TVA aux collectivités locales sur leur participation. Ce qui faisait que c'était difficile à accepter pour les collectivités locales. Et au dernier moment, Charras, puisque c'est de lui qu'il s'agit, l'homme en bretelles et en gros cigare, a fait changer le dispositif. Mais ça, c'est un... Et alors, je dois dire que Allègre a été très bien dans cette affaire. Et que le cabinet de l'enseignement supérieur, de la direction de l'enseignement supérieur, ils étaient 4 directeurs. C'est la première fois qu'on a eu un plan, une carte universitaire renseignée. C'est Frémont qui a fait ce travail. Et c'est remarquable parce que c'était prévu dans la loi de 68 et il a fallu attendre donc 89 pour que ça se réalise. Et ça ne se serait pas réalisé sans Allègre et sans Frémont. Donc après cette importante période, est-ce que tu as eu des velléités de changer de métier malgré tout? Non. Parce que souvent, les gens qui passent par les cabinets changent de travail. Oui, oui. D'ailleurs, je les comprends parce que quand je suis revenu dans l'université, c'est la seule période de ma carrière où j'ai vraiment eu besoin d'envoyer les tirets à part. Histoire de dire « coucou, je reviens », parce que j'étais déjà rayé des tableaux. C'était fini. Bon, donc l'université te manquait? Non, c'est la recherche qui me manquait. C'est la recherche. Et puis, surtout, tu sais, le loup et le chien, La Fontaine. Oui, le collier. Le collier d'or. Je préfère ma liberté. Un prof de fac, alors les profs de fac s'en servent à la fois trop et pas quand il faut. Moi, je me souviens d'une réunion à Orléans où j'étais pris dans des projets pédagogiques. La réunion était présidée par un inspecteur d'académie. Je demande la parole, il me la refuse. Je me vexe. Et comme je suis volontiers
insolent, je sors. Et il m'appelle, il m'a dit, monsieur Despreaux, ne partez pas. Et je lui réponds, je suis professeur de l'université, monsieur. Et puis je suis parti. C'est grotesque, c'est ridicule. Si j'avais réfléchi, je ne l'aurais probablement pas fait. Mais c'est sorti comme ça. Et alors là, on va finir là-dessus. Oui. Parce que c'est une leçon que m'a donnée le recteur Antoine. Quand je suis arrivé à Orléans et que j'ai pris la direction du collège littéraire universitaire, il y avait un colloque organisé par un collègue mort aujourd'hui et qui avait demandé une subvention au conseil général, mais qui n'avait pas invité le préfet. Donc j'étais en vacances, le recteur me téléphone et me dit « Pro, il faut que vous n'avez pas invité le préfet à votre colloque, vous demandez une subvention au conseil général, c'est pas possible, il faut inviter le préfet, donc vous allez inviter le préfet. » Alors, je dis, monsieur le recteur, bon, très bien, je vais inviter le préfet, mais si vous le permettez, moi je ne sais pas écrire au préfet, c'est la première fois que ça m'arrive, je vous lirai la lettre, si vous le voulez bien, avant de l'envoyer. Bon, alors je griffouille quelques mots sur un papier blanc, et puis j'appelle le recteur et je lui dis ma lettre. Il dit bien, tout ça. Je vous prie de bien vouloir accepter, monsieur le préfet, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Comment? Vous donnez du respect au préfet? Vous êtes professeur de l'université. Écoutez, monsieur le recteur, je ne suis pas encore docteur. Je dirige le collège universitaire le plus minable de France. Je suis dans mon tort, je répare, c'est quand même le chef du gouvernement, ça ne me parle pas. Non, vous êtes professeur de l'université. Bon, un message, ça c'est une leçon qui m'a beaucoup servi. Oui, c'était une autre époque. Non, c'est une autre époque parce que les professeurs n'ont pas suffisamment le respect de leur fonction. Bien, nous terminerons sur ce mot d'ordre. Respectez vos fonctions. Honorez vos fonctions. Honorez vos fonctions. Quand la République est malade, c'est quand les députés font de l'antiparlementarisme en réunion électorale. Un député doit être fier d'être député. S'il arrive dans une réunion électorale et qu'il dit « Chers camarades, je suis content d'être parmi vous parce que ça me change de ces débats parlementaires qu'il a fait. » Et ça, c'est ce qu'il faisait toujours dans les années 30. La crise de la République, c'est aussi une crise de députés qui n'ont pas eux-mêmes conscience de l'honneur qu'ils ont de servir à ce poste. Bien. Bon, nous enverrons ce message. Nous enverrons ce message.